Mohamed El Manani, vous êtes dirigeant de Gesnor, qui est aussi une entreprise dans une logique de service, un centre d'appel. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous aussi, votre entreprise, elle est confrontée à une logique de volume et à une limite, il y a toutes les limites du coup qui sont la conséquence de cette logique de volume? Bonjour. Oui, on est confronté à une logique de volume. En fait, c'est la posture que vous avez face à ces volumes. C'est-à-dire comment vous les gérez. Est-ce que vous êtes un gestionnaire de coûts? Et dans ce cas-là, vous essayez d'atteindre la rentabilité maximum de votre service. En tant que plateforme téléphonique, pour atteindre cette rentabilité maximum, c'est d'avoir le moins de personnel possible pour pouvoir gérer un maximum d'appels. Voilà, c'est logique. Jusque-là, puisque la masse salariale sur un centre d'appel, c'est quasiment 50% de son chiffre d'affaires. Donc, et là, les limites, finalement, quand vous êtes dans cette posture-là, c'est d'avoir un turnover des équipes. Hein, tout le monde peut comprendre, parce que si vous avez 80% du temps, si vos salariés passent 80% de leur temps au téléphone, au bout d'un moment, ils craquent. Une augmentation de l'absentéisme et finalement une qualité de travail qui est pas optimum. Voilà. De l'autre côté, étant donné que je suis une plateforme téléphonique qui gère le secrétariat téléphonique des médecins, donc en gros, je récupère les appels des patients. Et étant ouvert 65 heures par semaine avec une amplitude horaire importante, on peut capter beaucoup d'appels. Ce qui veut dire que l'incidence et les limites de ce modèle-là, c'est que on augmente l'activité des médecins finalement. Pour les médecins qui sont sous tension avec des difficultés territoriales dues à la raréfaction des médecins, c'est une tension encore plus forte, une suractivité. Et de là, on peut atteindre des risques psychosociaux élevés chez les médecins, des problèmes d'accès aux soins pour les patients et en conséquence, arriver à des problématiques que vit Caroline, à savoir l'engorgement des urgences. Donc voilà en fait les limites de cette logique volumique finalement. Mohamed, du coup, je sais également que l'organisation de l'entreprise a été un point clé dans la trajectoire vers l'économie de la fonctionnalité. Puisqu'effectivement, lors du parcours, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément d'informations qui étaient captées par vos collaboratrices parce qu'elles étaient déjà organisées, pas justement d'une manière classique par rapport à un centre d'appel où ils ont une fiche où ils ont 5 minutes pour poser toutes les questions et puis paf, on remplit les agendas. C'est quelque chose de beaucoup plus libre, entre guillemets. Et c'est ça cette organisation un peu plus souple, qui vous a permis de vous rendre compte que vous captiez de la formation. Et c'est ça qui vous a projeté dans la logique économie de la fonctionnalité. Est-ce que vous pouvez du coup préciser un petit peu en quoi ces informations sont intéressantes et comment elles vous ont guidé vers l'économie de la fonctionnalité? Alors au niveau de la connaissance qui est disponible chez nous, c'est les ressources dont on dispose, c'est déjà de mettre en posture en fait les gens à pouvoir comprendre et capter l'information. Donc on a changé notre organisation interne. Alors, au début, évidemment, moi je suis parti sur le centre d'appel classique avec un superviseur, un responsable de plateau, etc. Et finalement, en discutant avec nos collaboratrices, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient au-dessus et qui étaient dans cette posture de contrôle ne leur permettaient pas de s'épanouir dans le travail. Bon, parce qu'on se disait, c'est bizarre, les gens sont à la tâche et pourtant l'ambiance est bonne et tout. On a essayé de mettre des choses en place et finalement c'est le fait d'avoir ce management intermédiaire qui n'était pas reconnu en fait par rapport aux compétences qu'a développé elle. Voilà, il y avait un conflit. On a supprimé le management intermédiaire. Aujourd'hui, on n'a plus de superviseur, plus de responsable de plateau. Et d'ailleurs, même eux ont décidé de revenir à un poste de secrétaire téléphonique classique comme les autres. Donc, elles n'ont pas voulu quitter l'entreprise. Et on les a accompagnés par des formations sur la détection de signaux faibles, sur comment prendre des initiatives, se responsabiliser, etc. etc. Et le premier changement, ça a été déjà nous-mêmes, de se dire on se met dans la posture du non-contrôle, d'accepter l'erreur, voilà, le droit à l'erreur comme principe, et puis d'accompagner systématiquement les personnes. Donc c'est un changement de posture des dirigeants
qui a permis aux personnes dans notre entreprise de pouvoir prendre des initiatives, de pouvoir prendre des responsabilités et petit à petit d'en prendre de plus en plus. Et aujourd'hui, on a une équipe hyper soudée, le lien est créé, elle participe à former toutes les nouvelles. À un moment donné, elles n'étaient pas contentes de la formation. On leur a dit, vous avez des idées? Oui, bon, allez-y. Mettez-les en place. Elles ont pris le module formation, elles l'ont retravaillé, et puis aujourd'hui, c'est elles qui forment les nouvelles collaboratrices. Donc il y a une culture d'entreprise du coup qui est transférée, un savoir-faire qui est transféré. Ça nous permet rapidement de monter en compétence les nouvelles qui rentrent. Voilà. Ça c'est par rapport à justement l'entrée par le travail. C'est redonner du sens finalement. Alors j'ai une grande majorité de personnes qui sont ce qu'on appelle la génération Y, mais peu importe, je pense que tout le monde a besoin de rechercher du sens dans ce qu'il fait. Et le fait d'être dans un centre d'appel, on connaît tous un petit peu l'image que peut renvoyer les centres d'appel, qui sont inhumains, presseurs de citron, etc. C'est comment casser ces codes-là pour pouvoir rendre le travail avec du sens, pouvoir garder nos collaboratrices le plus longtemps possible et du coup augmenter la qualité du service qu'on propose. Du coup, j'entends aussi que j'ai entendu le mot détection à des signaux faibles. Ouais. On a cassé le système hiérarchique très pyramidal. Et en introduction, j'entendais également que c'est les limites que vous aviez perçues, c'était notamment que notre activité contribuait à développer trop d'activités parfois chez les médecins. Cette externalité, ou déjà de ce que c'était aussi le sens de la question, cette externalité, vous en avez pris conscience pas par hasard, justement parce que vous étiez organisé d'une certaine manière, parce que les salariés étaient formés à la détection de signaux faibles, ils se rendaient compte bien qu'au bout d'un moment, les patients pouvaient se plaindre par exemple d'une mauvaise prise en charge par leur médecin ou aussi par des médecins qui semblaient excéder au téléphone. Tout ça, vous avez organisé votre entreprise pour qu'on puisse faire quelque chose de cette information. Et du coup, quelle solution vous avez trouvée? Et c'est finalement, quelle est votre offre aussi, économie de la fonctionnalité, pour répondre à cette problématique qui sont des externalités directement liées à votre activité? Très rapidement, succinctement. Ouais, en fait, on était déjà dans cette logique de détection de signaux faibles, parce que quand quelqu'un appelle, il ne sait pas forcément expliquer ce qu'il a, et donc il faut détecter si c'est une urgence ou pas. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Après, elles sont formées à ça. Du coup, par extension, elles sont formées avec la maîtrise de ces process, elles pouvaient détecter également des problématiques chez les médecins, des problématiques sur des territoires. Donc, on ne savait pas quoi faire de cette information, on ne savait pas la valoriser, et en quoi elle était utile dans notre activité. Donc tout le travail qui a été justement accompli après l'expérimentation de l'économie de la fonctionnalité, c'est de se dire comment je peux valoriser cette information-là et comment je peux me démarquer également pour me différencier de mes concurrents. Et donc se développer toute une gamme de services. Aujourd'hui, clairement, à la fois avec la coopération avec d'autres acteurs et puis les services qu'on a développés, on est en capacité de répondre à certaines problématiques territoriales de déserts médicaux. On est en capacité d'expérimenter des outils de prévention au niveau des risques psychosociaux, puisqu'on les détecte, les médecins qui sont en souffrance, les médecins qui, en 13 ans d'activité, on a eu des burn-out, on a eu des AVC, on a eu même un suicide. Donc, voilà, on est en capacité, je ne dis pas à 100%, mais on est en capacité déjà de voir et de détecter les personnes en souffrance. Où on a fait un profil type de personnes en souffrance. Et donc aujourd'hui, ces services-là sont en train de s'élaborer. J'ai des responsables de territoire qui m'appellent pour régler des problématiques de déserts médicaux. Et finalement, on est arrivé à des services de gestion de flux sur certains territoires qu'on a expérimentés, où les patients n'ont plus de médecin traitant, ils sont patients d'un cabinet. Et à partir de là, avec toute une équipe de médecins, on est capable de pouvoir gérer les flux de demande d'accès aux soins et de gérer les problématiques de malades sur les territoires. Donc grâce à cette expérimentation, on a recruté un jeune médecin qui a bien voulu s'installer parce que ça correspondait à ce qu'il voulait faire. Et surtout, l'enjeu
souvent la pression qu'ont les entreprises, c'est qu'on est dans une relation client-fournisseur. Là, on change de relation. On passe de client-fournisseur à partenaire. Ça veut dire qu'on engage également l'équipe, avec les clients avec lesquels on travaille, sur la performance qu'on veut atteindre. Donc, ils s'approprient forcément les enjeux plus facilement, et du coup, ils sont prêts à faire des efforts pour atteindre cette performance qu'ils attendent. Notamment, dans ce cabinet, la performance attendue, c'était de pouvoir résoudre une problématique de 2 départs de médecins à la retraite qui étaient dans le secteur et d'absorber la patientèle. On leur a dit OK, mais à condition de mettre un système d'astreinte le soir, d'accepter de travailler jusqu'à 22 heures, un soir par semaine, pour pouvoir répondre à cet enjeu. Et l'autre enjeu, c'était de recruter un jeune médecin qui, lui, voulait avoir un jeudi après-midi et pas travailler le samedi. Donc voilà, en termes d'organisation, c'était un peu compliqué, mais parce qu'ils veulent le meilleur équilibre vie pro, vie perso. Pareil, on a mis tout un système d'organisation pour pouvoir recruter ce jeune médecin qui a accepté, sur l'engagement qu'on a pris avec lui, de respecter son choix de vie. Voilà. Merci beaucoup. À travers cet exemple, je retiens aussi 2 choses. La première, c'est que la performance qu'une entreprise peut atteindre dans l'économie de la fonctionnalité, elle peut rejoindre des enjeux qui sont territoriaux. Exemple, la désertification médicale. Et la deuxième chose que je retiens, c'est la coopération. Le concept de coopération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre cette performance tout seul. C'est impossible. On ne peut pas apporter les solutions de désertification médicale, moi tout seul, centre d'appel à la base. D'ailleurs, je ne suis depuis vraiment qu'un centre d'appel. Sur l'aspect territorial, justement, en fait, aujourd'hui, la problématique et tout le travail qu'on a à faire également, c'est de convaincre à au cofinancement finalement de nos solutions également. Si je le prends ma problématique, moi, sur santé, le fait de désengorger les urgences par une meilleure gestion de flux intéresse fortement la CPM et donc la collectivité, en disant vous réduisez les coûts. Les mutuelles également sont intéressées et du coup c'est aller voir ces décideurs pour leur permettre de financer ces solutions, de cofinancer ces solutions sur des territoires avec les maires, avec les citoyens finalement, les impôts, de se dire comment on cofinance une solution pour pouvoir améliorer l'accès aux soins sur nos territoires. Donc ça nécessite un changement de paradigme également au niveau de l'administration, c'est de se dire on sort du silo et on va travailler en transversal. Et aujourd'hui, c'est toute la complexité de l'administration réside dans justement cette capacité à pouvoir travailler en transversal. On a un exemple très simple. Sur un territoire, ils financent l'isolement des personnes et ils financent l'insertion des personnes. Donc c'est 2 modes de financement complètement différents. Et on a un partenaire qui se dit, moi, je fais de l'insertion et en même temps, je lutte contre l'isolement. Et je pourrais l'isolement des personnes âgées, je pourrais répondre à cette problématique d'isolement des personnes âgées avec des gens qui viennent de l'insertion et pouvoir trouver une solution. Sauf que c'est un combat pour pouvoir faire comprendre que les budgets sont compatibles et dans ce cas-là, on pourrait même économiser pas mal d'argent via une solution qui est concrète.